Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG. Il y a eu pas mal d'informations parues au sujet du club, on va les énoncer et commenter chacune d'entre elles bien évidemment. Commençons par le dossier des jeunes, il vous plaît, il y a eu un engouement spectaculaire cette saison par rapport au centre de formation. Comme d'habitude, sur tous les dossiers, le PSG n'a pas répondu présent, n'a pas été à la hauteur parce que on les a globalement trop peu vus. Je fais partie des gens qui pensent cela, même si j'aimerais poser de la nuance. Cet engouement pour les jeunes mène parfois à un certain extrémisme. On va prendre pour exemple les dossiers Bichabut et Xavi Simons, parce qu'il y a eu des informations, ça se bouscule pour les deux. Commençons par Simons, qui n'a plus joué depuis sa titularisation contre Rennes. Rappelons que c'était avant le match aller contre le Real Madrid. Ce week-end, à Clermont, il était dans le groupe, mais pas sur la feuille de match et donc en tribune, à la différence de Michu, Dinaï Bimbe et Bichabut, qui eux étaient sur le banc des remplaçants. Premier enseignement, la vision de Pochettino. Il l'a concrétisé. À chaque fois qu'on l'a vu, c'était au poste d'ailier. Ces derniers temps, il joue en tant que faux numéro 9. L'entraîneur parisien le considère comme un attaquant à part entière. Donc, c'est forcément compliqué de l'envisager. Remplacer des Neymar, des Mbappé, des Lionel Messi, à la différence des Michu ou des Dinaï Bimbe qui peuvent remplacer des Wijnaldum, des Herrera et tout ça. Là, évidemment, les critiques sont bien plus justifiées au milieu de terrain. En attaque, c'est un petit peu plus bouché pour Xavi Simons. Il faut vraiment se rentrer ça dans la tête. Il est vu comme un attaquant et je trouve même à juste titre. Voilà, il a progressé, il a fait un bon choix en quittant la Masia en 2019 parce qu'il avait là-bas une vision de jeu, une lecture du jeu, la vista, les échanges, la conservation dans les petits espaces, lancer ses partenaires, la qualité de passe, de dribble, alterner jeu long, jeu court. Bref, il est venu en France pour compléter tout ça avec un côté athlétique, utiliser le haut de son corps, la force, la tonicité sur les appuis, et puis plus simplement venir se confronter à des défenseurs bien rugueux, bien durs sur l'homme. Ça a payé, aujourd'hui il est bien plus complet, même si le premier enseignement à tirer de son match contre Rennes, c'est évidemment le fait qu'il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait non plus un match extraordinaire. On sera tous d'accord pour dire ça. Pourquoi? Parce que dans le tempo, il était assez souvent à contre-temps. C'est la deuxième nuance que je poserai par rapport à l'engouement des jeunes. Évidemment, il faut arrêter de penser que tu peux remplacer un international qui a 10 ans en pro dans les jambes, même s'il est complètement nul. Il faut arrêter de penser qu'un jeune de U19, comme ça, d'un battement de doigts, va l'éclipser. Parce qu'il y a un fossé entre la formation et le monde professionnel. Xavi Simons l'a montré lors de sa première titularisation. Ne grillons pas les étapes, bien évidemment. Alors, le Barça est intéressé pour le faire revenir. L'épisode de Clermont ce week-end n'a pas été du goût de son entourage. Il n'y a pas d'informations sur la volonté du joueur. On sait qu'on a Mino Raiola de notre côté, parce que c'est un agent qui est quand même très bien implanté dans l'environnement PSG. C'est à se demander si c'est pas lui qui fait nos mercatos. Mais globalement, on ne sait pas trop ce que le joueur veut. Fin de contrat en juin. Donc, je serais tenté de dire que toutes les cartes sont sur la table en fait. Voilà, on peut jouer n'importe quelle carte. Maintenant, la plus importante, on l'a grillée. Pour moi, sur cette fin de saison, je le disais après le match contre le Real, il y avait deux choses qui pouvaient stimuler un petit peu les supporters et mettre un petit peu d'intérêt, on va dire, dans cette fin de saison monotone, de déprime, parce qu'il n'y a plus grand-chose à jouer, à part le 10e titre, mais qui était quand même déjà relativement acquis après l'élimination. Bref, ces deux choses, c'est évidemment le Classico, saveur particulière, symbolique, au parc, d'ailleurs c'est cette semaine le moment véridique, et les jeunes, faire plaisir aux supporters, parce que aujourd'hui, dans l'opinion publique, on veut voir les jeunes. C'est quelque chose qui est très stimulant pour les supporters. Alors moi, je fais partie de ces gens-là, même si, comme j'ai dit, il faut quand même poser de la nuance. Je trouve qu'on joue des équipes tellement mauvaises. Là, tu le vois, Lorient, Clermont, Bordeaux. Mais enfin, ces équipes-là, on a beau leur mettre des valises, être content pour les Neymar, Messi et tout ça. Mais en face, c'est catastrophique. Ça joue n'importe comment, ça défend n'importe comment, quoi. Les mecs, c'est le niveau tous, Ligue 2. Donc, évidemment, il y a des regrets par rapport aux jeunes. Pour moi, Xavi Simons, ça doit être dans la rotation. On a passé l'étape du prêt. À un moment donné, on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas revenir, faire machine arrière. Ah ok, jusqu'à 18 ans, il a joué en U19, il n'a pas été prêté. Il est à un âge quand même où il faudrait envisager un rôle tout simplement dans le club, au club tout simplement. Bon, là, on peut lui signer un contrat de 5 ans plutôt que 3 en 2019. Et surtout, il y a une ouverture pour cet été. Di Maria va partir.
Draxler est ouvert à un départ aux abords de la Coupe du Monde 2022. Évidemment, il a envie d'aller avec sa sélection au Qatar. Donc, Xavi Simons, ces deux joueurs jouent au poste qui lui est destiné, on va dire, au PSG, même si destiné est évidemment un très très grand mot. Mais tout ça pour dire que, pour moi, il y a une ouverture. Il y a de quoi lui promettre de grandes choses pour lui signer le contrat. Maintenant, est-ce que le PSG va le faire? Je ne sais pas. Alors, il y en a un autre. Alors, lui, c'est encore autre chose. C'est El Shaddai Bichabou. 16 ans, 1m98. Un rock, très très bon dans les airs, au duel, en termes de 1 contre 1, athlétiquement, pas de souci. Mais des lacunes qu'il ne faut pas oublier à la relance. Il l'a montré en Youth League. Il sait casser les lignes, il sait jouer long. Quand ça paye, évidemment c'est très beau, mais c'est une prise de risque. Et quand ça paye pas, ça met en difficulté toute son équipe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a aussi des lacunes, il est grand, et du coup on retrouve un petit peu ce qu'on a chez Danilo Pereira par exemple, à savoir un manque de réactivité parfois, manque de vitesse, voilà, pour être plus précis. C'est vrai qu'à 16 ans, c'est un peu compliqué. Quand t'es défenseur, ça se ressent un petit peu moins qu'au milieu de terrain, vous me direz, mais parfois, sur la gestion de la profondeur, il peut vite se faire prendre, même s'il a une intelligence situationnelle qui est assez développée par rapport surtout à la moyenne d'âge. Donc 16 ans, il a déjà signé son contrat pro, il est coffré par le club jusqu'en 2024, mais il a rencontré les dirigeants hier pour ouvrir une réflexion sur son avenir. Bon, déjà, j'ai quand même envie d'être un petit peu dur avec lui. Garçon, t'as 16 ans, concentre-toi sur ton jeu, travaille tes lacunes que j'ai énoncées précédemment, et après tu reviendras. Voilà, parce qu'en plus, il y a 6 mois, tu as quand même signé ton premier contrat pro. On t'a fait quand même une confiance aveugle. Aujourd'hui, il y a des clubs allemands qui s'intéressent à toi. Leipzig, le Bayern. Leipzig qui serait d'ailleurs prêt à lui proposer un rôle important dans le 11 très rapidement, tout simplement, pour le convaincre de signer. Pour cet été, bon, comme je l'ai dit, contrat jusqu'en 2024, on est protégé. Et surtout, il a 16 ans. Il n'est pas majeur. Et ça va être très compliqué d'envisager un mouvement cet été, prêt ou transfert à l'étranger pour un joueur qui est mineur. En revanche, un prêt en Ligue 1, pour moi, c'est la solution. Va faire tes gammes en Ligue 1. Va apprendre le monde professionnel, plutôt que d'avoir des prétentions alors que tu n'es que en U19 et qu'on ne sait pas ce que tu vaux avec les pros. Voilà mon avis sur El Shaddai Bichabou. Il est assez tranché. Mais pour moi, il faut vraiment se rendre compte que il y a des lacunes à travailler et que quand tu as 16 ans, tu la fermes, tu bosses et tu vas pas devant tes dirigeants pour ouvrir une réflexion sur ton avenir, comme l'a dit Loïc Tandy hier. Bref, passons au monde professionnel. Avec la Gazzetta dello Sport, le journal au papier rose, qui aujourd'hui nous a parlé de Leandro Paredes. Avant de commencer, j'aimerais juste signaler qu'ils sont pas vraiment fiables. Ces derniers temps, ils racontent à peu près n'importe quoi. C'est eux qui sont à l'origine des rumeurs bizarres sur Donnarumma de retour en Italie, à la Juventus de Turin, mais ça bloque au niveau du salaire. Bref, c'est vraiment du tabloïd, même si c'est un mot qu'on a tendance à associer aux Anglais. Là, voilà, c'est le mot parfait pour eux. C'est des gros titres, des informations pas très concrètes. Même si là, ils nous ont donc lié Leandro Paredes à l'Inter Milan. Ah, c'est une vieille piste pour lui. Il a la cote en Italie, à la Juventus, à la Roma, à l'Inter justement, qui est intéressé. Son contrat se termine en 2023. Donc, le constat aujourd'hui, c'est qu'il faut faire le choix maintenant. C'est soit tu le prolonges dès maintenant, soit tu le vends cet été. Pour moi, le choix est fait. C'est 30 millions minimum. Si on a une offre de 30-35 millions, ça part cet été sans problème. Parce qu'encore une fois, si derrière... Alors oui, en l'état actuel des choses, c'est ton deuxième meilleur milieu derrière Verratti. C'est aussi, je répondrai, celui qui a la meilleure cote derrière Marco Verratti. Et surtout, si tu le fais partir sans le remplacer, oui, tu le regretteras forcément, parce que les mecs sont à chier derrière. Mais si tu le fais partir, et que derrière, tu as une bonne politique sportive, que tu recrutes déjà plusieurs joueurs, et ensuite plusieurs bons joueurs dans l'idéal, croyez-moi qu'on ne regrettera pas Paredes, qui n'en reste pas moins un profil assez singulier. Oui, il a du ballon. Il a une palette technique, il est assez bon pour faire les sorties de balles, le jeu long, les renversements, les ballons pieds en rupture. Pour récupérer, il n'a pas trop de volume de jeu, même s'il est capable de mettre de l'impact. C'est ce qui le caractérise, capable de faire les fautes intelligentes, de faire sortir l'adversaire de son match, même si parfois c'est lui qui sort de son match, tout simplement. Et il y a aussi l'irrégularité. Cette saison, alors là, il sort d'une pubalgie. Enfin non, il n'en sort pas puisqu'il entame sa convalescence. Il a choisi l'opération. Il lui faut 2 mois pour s'en remettre. Il risque d'aller avec l'Argentine au 25 mai. Sa saison avec le PSG est terminée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est irrégulière, pour pas dire honteuse.
Alors, honteuse, le mot serait fort parce qu'il était sur une bonne dynamique. Fin janvier jusqu'au match retour, tout simplement, contre le Real. Il est sur une bonne dynamique. D'ailleurs, sa double confrontation en Ligue des Champions est plutôt bonne. En témoigne sa sortie au Santiago Bernabéu, qui n'est pas un hasard, qui est un déclic, un tournant du match pour moi. Il avait réussi à être un petit peu la plaque tournante du PSG dans les relances, à se connecter et avec ses défenseurs et avec les Lionel Messi, les Verratti, en gros ceux qui font ressortir les ballons. Mais rappelons quand même sa mi-temps contre Bruges en septembre, qui est absolument honteuse d'ailleurs, il sort à la mi-temps, et ensuite les nombreuses blessures, durant lesquelles à chaque fois il accélérait le processus de guérison, en allant à l'autre bout du monde, péter les matés toute la journée avec la sélection argentine, et revenir, être en gueule de bois, et évidemment pas pouvoir jouer. Voilà. Sur l'automne 2021, il réussit qu'une seule mi-temps contre Nantes, hein, en novembre. Tout le reste, c'est acheté. Hein. Tous ces autres matchs sont à jeter. Après, fin janvier, il commence à se reprendre. Mais pour moi, dans tous les cas, pardonnez-moi, c'est pas des critiques. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent t'es dur avec lui, t'es très critique. Bon, je veux bien l'entendre en tant que critique, mais personnellement, je le prends plutôt comme de l'exigence en fait. Tu peux être exigeant envers un joueur qui touche 8 millions par an, envers un joueur qui a coûté 50 millions, envers un joueur qui a un talent certain, qui peut à chaque fois faire mieux. Même s'il est sur une bonne dynamique au mois de février, même ses plus grands défenseurs, avouez-le, il peut faire mieux encore. Il peut se donner encore plus, quoi. Il peut courir, je sais pas, il peut arrêter d'être spectateur parfois sur des phases de contre-pressing qui mettent en difficulté ses coéquipiers et pourquoi pas toute l'équipe quand ça a des conséquences graves au tableau d'affichage ou évidemment en termes d'occasion et de prise de confiance chez l'adversaire. Voilà, Leandro Paredes, des fois c'est Leandro la paresse, évidemment. Même si techniquement, on ne niera pas ses qualités. Voilà, donc pour moi, 30 millions cet été. Alors, le problème, c'est que la Gazzetta nous annonce que le PSG est prêt à le laisser partir pour 15. 15 millions, non, évidemment, on le garde. Pour moi, 30 millions minimum. Je suis sûr qu'on peut trouver un club si on a tout simplement une direction sportive qui fait son travail, hein, de vrais négociants. On peut le vendre à ce prix-là. Le salaire posera problème parce que 8 millions, c'est énorme pour les autres clubs. Mais voilà, aux joueurs de faire l'effort, si surtout tu lui mets un petit peu la pression. Et puis si tu n'arrives pas à t'en séparer cet été, ce sera une vraie opportunité à la fin de la saison 2022-2023. Donc le prolonger d'une année ou deux, pourquoi pas. En plus, il est dans la fleur de l'âge. Alors oui, il y a un autre fait, bien sûr. Il y a plein de joueurs qui sont à dégager avant lui. Ça, c'est évident. Et je suis d'accord avec ceux qui me diront ça. Et le problème, c'est que dans la liste des joueurs qui ont une meilleure cote que lui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ceux qui ont une meilleure cote que lui, c'est la colonne vertébrale en fait. Hein. C'est les Verratti, les Marquinhos. Donc on va pas s'en séparer, bien sûr. Ou alors c'est les jeunes, Donnarumma, Hakimi ou Nuno Mendes. Évidemment, on va pas les laisser partir, eux. Alors que Paredes, lui, il y a possibilité. Il y a des prétendants, des courtisans. Donc voilà pour le joueur. J'ai toujours trouvé que c'était un profil singulier, que tu peines à créer des complémentarités avec lui, que pour 50 millions d'euros, il n'a jamais réussi à répondre présent vraiment de manière consistante, bien évidemment, et qu'au milieu de terrain, on n'a pas en fait à s'embêter avec des profils comme ça, qui sont difficiles à mettre à l'aise, surtout quand le mec est irrégulier. Et surtout quand déjà tu as ce problème avec tes attaquants et que tu as Marco Verratti qui doit être la plaque tournante de ton milieu de terrain. Construisons autour de Verratti. Voilà, tout simplement. Bref, Keylor Navas ne sera pas titulaire contre l'Olympique de Marseille dimanche lors du Classico au Parc des Princes. Je l'ai noté dans mes brouillons pour en parler en fait, son avenir. Il a 34 ans, il est encore blessé, voilà, assez irrégulier. C'est le grand perdant de la cohabitation avec Donnarumma, d'abord parce que il a perdu 50% de ses matchs, hein, voilà, qu'il laisse au profit du gardien italien. Et puis surtout, au niveau des performances, dans sa globalité, sa saison a été quand même... il y a 2-3 petites choses à redire. Hein, un rouge bizarre en première partie de saison. Débute, je pense au match contre Lens, par exemple, en décembre, où il n'est pas exempt de tout reproche. À la différence de Donnarumma, jusqu'au match retour contre le Real, bien sûr. Hein, ne soyons pas hypocrites, la titularisation de Donnarumma est assez logique. Aujourd'hui, bon, Navas est vieux, il faut faire un choix. Pour moi, la cohabitation, tu peux pas la faire plus d'un an, plus d'une saison, parce que tu joues avec le feu, en fait, et que tu peux pas continuer la saison prochaine. Rappelons qu'on a 10 gardiens sous contrat, c'est absolument lamentable, pitoyable de la part de la direction sportive. Sergio Rico, recruté 6 millions pour être numéro 2, aujourd'hui il est indésirable. Le Tellier ne devrait pas être prolongé,
Quoique, de l'autre côté, tu as Kurzawa, Diallo qui sont au rayon des départs du côté du PSG. Et donc, pour les joueurs formés en France, bah, le Tellier sert en fait. Et du coup, on sera bien dans la merde cet été. Hein, là, j'ai envie de placer quand même mon Tchouaméni, qui a été formé à Bordeaux, je crois. Bref, 10 gardiens sous contrat. Donc là, il n'y a pas d'excuse, c'est un fait, c'est lamentable. Keylor Navas, pour moi, il faut qu'il parte. Et j'ai même envie de dire, c'est plus respectueux de lui dire gentiment on va te trouver une porte de sortie exotique ou en Angleterre qui va te signer un beau contrat, plutôt que de lui dire reste, t'es une légende du club, merci pour les bonnes prestations, mais tu partages le temps de jeu avec Donnarumma. Voilà, tu continues comme ça. Non, non. Pour moi, il faut qu'il parte. Il faut qu'on installe Donnarumma définitivement. Évidemment, c'est compliqué de le dire après le match contre le Real et la colère, les regrets qu'on exprime envers Gigio. Mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, celui qui a 22-23 ans, c'est Donnarumma. Hein. C'est pas Keylor Navas, c'est Gigio qui sera là en 2027. Et donc, c'est à lui qu'il faut faire confiance. Pour moi, départ de Keylor cet été. Ensuite, terminons avec Pochettino. La piste Manchester United s'évapore puisqu'ils ont un accord verbal avec l'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, qui a longtemps été en balance avec Pochettino. On sait très bien qu'en novembre, si le PSG l'avait pas retenu, aujourd'hui, Pochettino sera entraîneur de Man U. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec l'entraîneur de l'Ajax et il faut finaliser le contrat et l'indemnité qui s'élèverait à 2 millions pour le récupérer. C'est pas énorme, évidemment. C'est pas Manchester United qui va se la refuser ou qui n'est pas capable de la payer, tout simplement. Donc, pour Pochettino, l'étau se resserre. J'aimerais faire un parallèle avec le Real, hein, qui s'intéressait à lui l'été dernier. Au final, hier, il se qualifie. Ancelotti a donc un petit peu conforté sa place. Tout ça pour vous dire que Pochettino, qui disait rêver du Real un mois après sa nomination sur le banc du PSG, c'était une masterclass, cette déclaration absolument abominable. Et aujourd'hui, l'étau se resserre pour lui. L'étau se resserre aussi. Enfin, l'étau était déjà serré pour le PSG, parce que j'en viens à ma pensée. Elle est objective, elle n'est pas subjective, c'est pas ma volonté, c'est évidemment ma vision, je le veux pas. Mais je me dis, aujourd'hui, sur le marché, il y a qui? Il y a Zidane. Zidane, on sait très bien que le Qatar le veut. Si il devait entraîner le PSG, je vois pas pourquoi il ne serait pas entraîneur aujourd'hui à l'instant T. J'ai l'impression qu'il a envie d'attendre la Coupe du Monde 2022 et la performance des Bleus, et que de l'autre côté, si c'est pas lui, c'est qui? C'est pas grand monde. Donc si on vire Pochettino, Manchester United était le seul club capable de payer et donc nous éviter l'indemnité de licenciement, qui est quand même de 20 millions d'euros. Rappelons que ses adjoints émargent à 80 000 balles par mois, c'est absolument extraordinaire. Lui, 12 millions, entraîneur le mieux payé de l'histoire du club. Donc, évidemment, je me dis, en fait, si tu le vires, que tu payes pour le virer et que derrière, tu le remplaces par un mec qui est comme lui, hein, comme les Emery, comme les Tourelle, parce que vous êtes bien gentils. Hein, oui, félicitations à eux, ils réussissent dans d'autres clubs. Mais là-bas, ils gèrent un club de foot. Au PSG, c'est pas un club de foot, c'est un environnement qu'il faut gérer. Il y a tout un côté politique que seuls les grands entraîneurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, déjà géré des grands clubs, peuvent évidemment gérer. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas ce type d'entraîneur disponible en juin, pour moi, ça ne sera pas surprenant de voir le Qatar garder Pochettino jusqu'à la fin de son contrat, ou alors jusqu'à trouver la bonne opération. Par exemple, attendre janvier, l'équipe de France de Didier Deschamps qui fait une très belle Coupe du Monde, Didier qui prolonge, et donc Zidane qui se dit, là, il va rester jusqu'au prochain tournoi. Moi, à un moment donné, il faut que je prenne un banc. Et qui donc accepte le PSG en 2023. Mais sinon, je me dis, en fait, c'est surtout qu'en fait, ce serait pas si débile de faire une saison de transition, garder Pochettino, si, encore une fois, on ne trouve pas chaussure à notre pied sur le marché des entraîneurs. Parce que ce serait idiot de payer 20 putains de millions pour virer Pochettino, mais surtout pour faire venir un autre mec qui va signer un énorme contrat et qui va se retrouver avec les mêmes problèmes et surtout avec le même manque de solutions, manque d'inspiration que Pochettino. Parce qu'il n'aura pas la carrure, parce qu'il n'aura pas la carrière, l'expérience et tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas. Je précise que je ne veux absolument pas que Pochettino reste. Si on peut s'en séparer, séparons-nous de lui, mais s'il n'y a personne derrière, si on n'assure pas nos arrières et s'il n'y a pas l'entraîneur avec un grand E qui évidemment marquera un tournant dans l'histoire de nos entraîneurs,
eh ben, le garder, pour moi, c'est une option que le Qatar se garde sous la main et qui serait pas si idiote. Voilà, garder Pochettino, ou du moins, voilà, qui serait mesuré, raisonné. Allez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Posez un like si cette vidéo vous a plu. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao les amis.